Bonjour à tous, nous voici à Val d'Isère au Centre des Congrès pour la 19e édition du festival Aventure et Découverte avec Lionel Daudet, alpiniste et réalisateur du film Le Tour de la France. Exactement. Lionel, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Donc, Le Tour de la France, exactement, c'est un film sur le Tour de la France, sans véhicule, sans rien, en suivant vraiment les frontières de la France. C'est bien ça? Voilà, le principe fondateur de ce Tour de la France, qui était un peu extravagant, était vraiment de suivre la frontière le plus près possible, sans aucun moyen motorisé, donc à pied, en escalade, à vélo, en kayak, etc. Et puis voilà, en étant le plus rigoureux possible sur le tracé, quoi. Et qu'est-ce qui vous a donné justement l'idée de suivre vraiment toute la France de ce moyen? En fait, à la base, je suis alpiniste et c'est vrai qu'un alpiniste, c'est quelqu'un qui aime toujours à ouvrir des voies, à tracer des chemins un peu inédits. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, en France, en Europe, le monde de l'aventure, c'est complètement restreint. Et en fait, par contre, l'aventurier contemporain, l'aventurier moderne, réinvente en permanence de nouvelles lignes, ouvre de nouvelles voies. Et ouvrir, par exemple, le chemin de la frontière peut être une de ces nouvelles lignes imaginaires que j'ai pu inventer à un moment donné dans ma vie. Et justement, les moyens que vous décrivez, est-ce qu'il y en avait que vous n'aviez jamais encore tenté? Peut-être le kayak ou... Alors justement, ce qui est important dans ces histoires, c'est justement de travailler ses points faibles. Il y a eu quand même une grosse préparation avant, évidemment, pour mettre en place ce voyage. Et il a fallu vraiment travailler mes points faibles, en l'occurrence le kayak. Et c'est pourquoi, juste avant le Tour de la France, je me suis entraîné, je me suis inscrit au club de kayak où j'habite, à l'Argentière-ABC. Et je me suis formé un peu au kayak, même si le principe aussi du Tour de la France n'était pas du tout quelque chose de solitaire, mais quelque chose au contraire qui était éminemment collectif, avec environ 200 compagnons de route qui sont venus me rejoindre en différents points de la frontière ou du littoral. C'est vrai que ça doit changer quand même énormément de l'alpinisme standard où vous avez une équipe solide mais petite. 200 compagnons de route, ça fait quand même nombreux. Je sais que ça a dû être à des moments particuliers, mais... Oui, et puis le voyage a duré aussi 15 mois, quoi. Donc c'est vrai qu'on est dans une unité de temps qui est extrêmement longue. Mais effectivement, du coup, il a fallu avoir derrière moi, je dirais, une équipe légère, une logistique qui était orchestrée par ma femme, qui pouvait m'assister, qui pouvait justement me suivre sur certains endroits avec un petit camion dans lequel il y avait un kayak gonflable, un VTT, parce que de nouveau, l'idée, c'était toujours d'essayer d'imaginer le meilleur moyen de déplacement sur la frontière. Donc, si la frontière était constituée par une rivière ou un fleuve, l'idée, évidemment, c'était d'être avec un kayak. Après, s'il y avait une piste forestière qui longeait la frontière, je me disais que j'étais mieux à vélo. Mais à l'inverse, après, je faisais parfois des choix qui n'étaient pas bons parce que j'imagine pas franchement comment est la frontière. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé en quelque sorte, quoi. Et j'imagine que ce genre de voyage, ça prend énormément de logistique, énormément de recherche. Mais est-ce qu'il y a eu des surprises au fur et à mesure de votre voyage? Il y a eu énormément de surprises. C'était même le principe de l'aventure qui est d'accepter et d'aimer l'inconnu. À la fois déjà au niveau de l'aventure humaine, parce qu'on l'a dit, il y a eu énormément de compagnons de route. Certains étaient prévus, mais beaucoup sont venus, je dirais, via les réseaux sociaux, via des gens qui nous ont accueillis, qui ont entendu parler du voyage par les médias, par la presse. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu énormément de très belles surprises, de très belles rencontres humaines. Je pense à un apiculteur dans les Pyrénées qui vient m'offrir un pot de miel sur la frontière. À l'inverse, quelqu'un sur la Côte d'Azur qui m'interpelle. Et beaucoup de moments finalement très très touchants, très émouvants, qui ont donné une texture particulière au voyage. Et pourquoi l'idée de la frontière de la France? Pourquoi pas, je ne sais pas, traverser la France autrement? En tant qu'alpiniste, la frontière était très intéressante parce qu'elle coïncide la plupart du temps dans les zones de montagne avec la ligne de partage des eaux. C'est-à-dire que d'un côté de la montagne, les eaux coulent en Italie, par exemple, et de l'autre côté, elles coulent en France. Et en fait, on se rend compte que ces lignes de crête, qui sont des terrains d'alpinisme, puisque un randonneur ne peut pas y aller, c'est trop escarpé, c'est trop difficile. Mais par contre, pour un alpiniste, ça a du sens. Et pour moi, c'était intéressant de parcourir ces lignes de crête, qui plus est, sont complètement délaissées dans le monde contemporain de l'aventure. Donc, quelque part, je retrouvais l'aventure en étant ne serait-ce qu'à une dizaine de kilomètres, par exemple, de Val d'Isère. Les guides locaux ne connaissaient pas du tout les endroits que j'ai traversés ici. Donc, on retrouvait ce parfum d'inconnu qui est la définition même de l'aventure.
Et on voit que c'est un film, on voit que c'est la façon que vous avez choisi de mettre en avant ce voyage. Est-ce que ça a été choisi d'une façon particulière, un film plutôt que Alors un film, c'était important pour moi parce qu'on se rend compte que l'aventure, globalement, ça sert à rien, c'est complètement inutile. On appelle les alpinistes les conquérants inutiles. Mais en même temps, on se rend compte que ça a quelque chose d'essentiel, c'est que ça inspire les gens et que ça amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et la question se pose, comment on peut proposer ça aux gens? Voilà, on vit des expériences ou des choses un peu extraordinaires, et comment finalement on peut les proposer à quelqu'un qui est en dehors de ce monde-là. Et pour moi, effectivement, le film fait partie de ces vecteurs-là, et du coup c'était effectivement très important pour moi de ramener des images de cette histoire. Alors des images qui ont été tournées par des caméramans professionnels, des amis qui m'accompagnaient, ma femme, moi-même aussi avec des petites GoPro ou des caméras embarquées, etc., etc. Et le futur du film, justement, d'aventure et de découverte pour vous, ça représente quoi? Vous me parliez des GoPro, des petites caméras accompagnées. Est-ce que vous voyez que ça partira dans cette évolution-là? En fait, ce qui est absolument génial dans le monde de l'aventure actuelle, c'est qu'on a les moyens technologiques de ramener d'une manière facile le bagage, je dirais, nécessaire à raconter de belles histoires. Il y a 15 ans en arrière, faire des films avec de la haute définition, fallait emmener des moyens très très lourds et qui pèsent beaucoup, avec des problèmes d'autonomie. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'on a vraiment résolu tous ces problèmes-là. Et du coup, il y a une vraie légèreté à l'heure actuelle dans le film d'aventure où n'importe quel jeune qui va vivre une belle histoire peut raconter son histoire. Et je trouve que justement, j'ai le sentiment que même si économiquement, à l'heure actuelle, le débouché du film d'aventure au niveau des télés est très étroit, à l'inverse, au niveau de la quantité et de la beauté des choses à raconter, au contraire, un peu comme le monde de l'aventure ici, on réouvre une porte et on rentre dans un nouveau monde. Et en termes des souvenirs, j'imagine, après 15 mois de voyage, c'est impossible à en donner quelques-uns. Ouais, c'est la question piège. Voilà. Mais j'ai vu que vous aviez quand même fini sur le Mont Blanc pendant la saison hivernale, c'est ça? Carrément, oui, puisque je suis arrivé au Mont Blanc, en fait, c'était le 15 novembre, donc vraiment dans des conditions hivernales, puisque voilà, en haute altitude, c'était vraiment déjà l'hiver là-haut, avec beaucoup de neige, avec déjà aussi des risques d'avalanche qui n'étaient pas négligeables. Et du coup, c'est vrai que pour moi, le Mont Blanc a été évidemment un moment extraordinairement fort pour diverses raisons. C'était la fin du voyage, donc il y a une espèce de mélange de joie indicible, de tristesse de finir, une confusion, parce que voilà, j'étais très très concentré sur la fin du voyage, donc je me projetais pas du tout dans l'après-voyage. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'arrive au Mont Blanc et je fonds en larmes parce que voilà, c'est juste trop, quoi. Et justement, vous nous avez parlé un peu de l'ironie de la notion de l'aventure, du fait qu'on est presque à la redécouverte plutôt que la découverte de certaines choses. Pour vous, est-ce que vous savez déjà ce que ça va être, votre prochaine aventure? Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup décliner l'aventure sous toutes ses formes. L'aventure classique, c'est très loin, et l'aventure pas classique, justement, c'est très proche. Et là, je vais revenir un peu sur l'aventure classique, parce qu'il y a aussi des choses que j'aime beaucoup faire, qui sont à l'heure actuelle le mélange des genres et des activités de l'aventure. Et j'aime beaucoup à partir maintenant en expédition avec des marins. Et du coup, j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer la grande navigatrice Isabelle Autissier. On a fait déjà 2 expéditions sur le Grand Sud et sur le continent antarctique. Et là, l'été prochain, en fait, son bateau étant maintenant basé en Écosse, on va partir justement aborder des montagnes depuis la mer en allant sur une partie très très sauvage et très peu explorée du Groenland. Ok, on a très hâte de voir ça, c'est sûr. On va essayer de ramener des images aussi. Oui, ce serait bien apprécié en tout cas, surtout de la Groenland. Et même de la France, c'est hyper intéressant quand même. J'imagine qu'il y a de nombreuses personnes qui se sont demandé, mais est-ce qu'on va pouvoir redécouvrir un côté de la France qu'on ne voit pas ou... Complètement, je crois qu'on se rend compte qu'à un moment donné, ce genre d'aventure devient un prétexte justement de voyage, d'émerveillement, de découverte, et de se dire, de découverte aussi de notre voisin, parce qu'aller sur la frontière, pour moi, c'est pas me heurter à une barrière, au contraire, c'est tracer un trait d'union entre les peuples, et c'est justement aller vers mon voisin qui habite de l'autre côté de la frontière, et justement me nourrir aussi de toutes les différences et de tout ce qui peut m'apporter, quoi. Et c'est vrai que le voyage sur la frontière permet justement une découverte de la France,
France, parce qu'on se rend compte que dans nos têtes, on a toujours des visions très morcelées de la frontière ou du littoral. Voilà, on va connaître un petit coin de la Méditerranée, on va connaître un petit coin de la Bretagne, mais on aura rarement une vision d'ensemble. Et j'ajouterais que, en plus, il y a des zones qu'on ignore complètement, qui sont complètement connotées. Personne va aller dans le nord de la France ou dans le nord-est de la France. Voilà, ce qu'on va dire, voilà, il pleut, c'est moche, etc. Et en fait, pour moi, c'est complètement faux. C'est des régions que j'ai trouvées extrêmement enthousiasmantes, avec des belles campagnes, avec des gens. Voilà, la chaleur humaine des gens était époustouflante dans ces régions-là. Donc, pour moi, ça a été un vrai bonheur de découvrir ces lieux et, avec mon fil conducteur, toujours de suivre la frontière. En tout cas, on a vraiment hâte de voir le film ce soir et pour le reste du festival. Un grand merci d'être passé et de nous avoir expliqué un peu plus en détail et de nous avoir fait redécouvrir la France aussi. Merci. Merci.